Jusqu'à l'été dernier, Marc venait prendre son café ici chaque matin. Ce garde forestier s'était lié d'une profonde amitié avec les propriétaires de ce domaine provençal, Patrick et Marie-Laure. Mais le 3 juillet dernier, ils ont été retrouvés morts chez eux, assassinés. C'est leur fils Loïc qui a prévenu Marc. Je me rappellerai toujours des mots de Loïc quand il m'a appelé. J'entends « Marc, t'es où? Marc, t'es où ?» Ben, je suis chez moi. C'est Loïc, ils ont tué mon papa et ma maman. Voilà, des choses qui resteront gravées dans ma tête. Quand je suis arrivé ici, Loïc m'a pris dans ses bras et m'a dit « Je te cherchais partout. Je pensais qu'il t'avait tué. » Parce que c'est vrai, j'aurais dû être là. Les 2 corps gisaient dans la maison principale, criblés de balles. Celui de Patrick dans l'entrée, au pied de l'escalier. Celui de Marie-Laure, à l'étage, dans la douche. Tous les 2 menaient une vie tranquille, centrée autour de leurs enfants et petits-enfants. Il faudra 4 mois d'enquête pour élucider ce double homicide et découvrir que l'assassin présumé faisait partie de la famille. Je comprends pas. On avait tous des bonnes situations, des vies de famille épanouies. Il y avait vraiment pas de raison, quoi. Une femme, des enfants, des sorties, des voyages. Je comprends pas. Des personnes qui t'ont aimé, qui t'ont tout donné, comment tu peux faire ça? Autant de balles, autant de... Comment c'est possible? Tout le monde se pose la question, est-ce qu'ils ont su que c'était lui? Est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce qu'ils l'ont reconnu? Il a cru qu'il était plus fort que tout le monde, comme d'habitude, et qu'il allait faire le crime parfait. Une histoire de famille, pourtant idyllique au départ. En 2010, Patrick et Marie-Laure acquièrent ce domaine de 15 hectares. Une bâtisse du XIIIe siècle partiellement en ruine, pour en faire une salle de réception qu'ils louent pour des mariages. Un lieu rapidement devenu réputé dans la région. Idéalement situé dans le département du Var, au cœur des vignes, notre Bastide bénéficie d'un cadre prestigieux pour l'organisation de vos événements privés et professionnels. Une deuxième vie pour Marie-Laure, ancienne prof de gym, et Patrick, plongeur-soudeur devenu chef d'entreprise, à la tête de plusieurs auto-écoles. Un couple, parti de rien, à qui tout semble réussir. Ce samedi 3 juillet vers 16h, des mariés qui ont réservé le lieu pour leurs noces se présentent au domaine. Mais la grille est fermée et personne ne répond. Ils alertent alors Céline, la fille de Patrick et Marie-Laure. Avec son frère Loïc, ils ont accepté de témoigner pour la première fois, anonymement, afin de préserver leur famille. Le 3 juillet, Céline se souvient avoir tenté immédiatement de joindre ses parents. C'est moi qui l'ai appelé. Je répondais plus au téléphone. Voilà. Et comme moi j'étais loin, quand on a su que, voilà, qu'il y avait du sang dehors, etc., que c'était pas normal, et qu'il répondait plus alors qu'il allait avoir le mariage l'après-midi, donc je me suis tout de suite inquiété. C'est moi qui les ai découverts. Les enquêteurs écartent rapidement la piste du crime crapuleux, même si la chambre a été fouillée et qu'un coffre-fort est ouvert. La violence de la scène ne colle pas avec un cambriolage qui aurait mal tourné. Selon une première autopsie, Patrick et Marie-Laure ont été tués en pleine journée, à 11h le samedi matin. Le ou les tireurs ont visé des zones vitales, telles une exécution, un règlement de compte. Mais qui pouvait en vouloir à ce point à Patrick et Marie-Laure? Marc, le garde-chasse, a sa petite idée. 3 semaines avant le drame, le couple a loué le domaine à des gens du voyage. On a eu un mariage qui, entre guillemets, s'était mal passé, on va dire, parce qu'il y avait des gens qui avaient un peu abusé d'alcool, qui ont abusé du domaine.
Il y a sans doute des ados qui ont fait des bêtises, ils nous ont libéré les chiens, ils m'ont cassé un cadenas où j'avais un élevage de faisans, ils ont libéré les faisans. Patrick avait été menacé, j'avais été menacé. Donc les seuls ennemis que je pouvais leur connaître, c'était ça. Didier, un ami du couple depuis 25 ans, se souvient du dernier coup de fil qu'il a passé à Patrick. Et c'était 2 jours avant le double meurtre, en fait, où il m'avait dit qu'effectivement, il n'était pas bien, parce qu'il avait eu pas mal de soucis avec ces gens-là. Et pour une fois, j'ai senti Patrick pas à l'aise. Vous avez vu où il vivait. Ils sont quand même isolés. Alors, il devait avoir le souci aussi pour sa femme, parce qu'il n'était pas peureux pour lui, je pense qu'il avait la peur pour sa femme. Mais après enquête, l'hypothèse des gens du voyage ne tient pas. Les gendarmes s'intéressent alors à une autre piste. Un litige entre Marie-Laure et Patrick et un ancien joueur de l'OM à qui ils ont vendu ce terrain. Au moment de leur assassinat, ils s'apprêtaient à l'assigner en justice. En jeu, plusieurs millions d'euros. Mais pour Johan, un proche du couple, cette piste ne tient pas non plus. On dit souvent que chez nous, l'OM, il y a la mafia marseillaise avec les joueurs de l'OM, Bernard Tapie, des gens comme ça qui ont des millions ou des milliards ou des milliers d'euros, peu importe. À un moment donné, si on doit faire un règlement de compte, c'est pas comme ça. Dans le sud, la mode, c'est la calache, on est dans des armes, on va dire, de guerre, mais pas dans des armes avec des tout petits calibres. 22 longs rifles. Je veux dire, pour moi, c'est incroyable. Ça peut pas coller. C'est comme si on avait tué quelqu'un au couteau ou au pistolet à billes, je veux dire. C'est une arme pour chasser, c'est une arme... Et encore, ça a été enlevé de la chasse, dans mes vieux souvenirs, parce que le 22 long rifle, il blessait plus les animaux que ce qu'il les tuait. Il y a un homme qui utilise le calibre 22 long rifle dans l'entourage de Patrick. C'est Marc, le garde-chasse. Et cela intrigue les enquêteurs. Car curieusement, le samedi du drame, il ne s'est pas rendu au domaine, comme il le fait d'ordinaire chaque matin. En plus, certains le décrivent comme instable. 3 semaines après le drame, il est convoqué à la gendarmerie. Je rentre dans le bureau des enquêteurs, je regarde, ils sont tous armés, gilet pare-balles, ils sont bien nombreux là. Je bois le café avec l'enquêteur, il me dit « je t'ai acheté des pains au chocolat », donc sympa. Sauf qu'au moment où je pose ma tasse, où j'ai fini mon café, il me dit « tu as fini ton café ?» Je dis « ouais ». Alors tu es en garde à vue, tu es suspecté de double homicide et cambriolage. Là, vous comprenez rien. Et là, les propos rassurants de l'enquêteur, on sait que c'est toi. On a des preuves. J'ai pensé à l'affaire du jardinier. Omar m'a tué. Et là, c'est vraiment ce sentiment que j'ai eu. J'ai dit, on m'a mis... C'est pas possible. Par contre, je sais que je vais rentrer en prison. Vous imaginez ça? Ah là, oui. La voiture de Marc est passée au crible. Son domicile perquisitionné. Les gendarmes ne trouvent rien. Au bout de quelques heures, sa garde à vue est levée. Et l'enquêteur me répond mot pour mot, « Tu sais, Marc, tant que j'aurai personne devant moi à ta place, me disant que c'est lui et pourquoi, ce sera toi. Donc on vous laisse comme ça. » Les gendarmes s'intéressent alors à un autre suspect, un proche de Marie-Laure et Patrick, un membre de la famille, Anthony, le mari de leur fille Céline. Plusieurs témoins évoquent des rapports conflictuels avec ses beaux-parents. Et les enquêteurs découvrent qu'il a aussi un différend financier avec eux. Mais Anthony a un alibi béton. Il était à des dizaines de kilomètres du domaine, en train de faire du jet-ski avec des amis, au moment où, selon l'autopsie, ses beaux-parents ont été tués. Seulement pour les enfants du couple, l'heure estimée de la mort pose justement question.
Moi, dès le départ, je pense à la nuit, en fait. Je me dis, un truc comme ça se fait pas le jour. Voilà. J'en avais même parlé aux gendarmes et tout. Voilà. Mes parents Par rapport aux habitudes. ne se douchaient pas le matin, ils se douchaient plutôt le soir. Voilà, ils se baignaient pas dans la piscine le matin, mais plutôt le soir. Après 3 mois d'enquête infructueuse, les gendarmes demandent une nouvelle expertise médico-légale. Et elle va tout changer. Elle révèle que Patrick et Marie-Laure ont pu être tués dans la nuit de vendredi à samedi. L'alibi d'Anthony s'effondre. Les enquêteurs perquisitionnent alors son domicile. Ils trouvent des munitions et s'aperçoivent qu'Anthony a acheté une arme semblable à celle-ci, 3 mois avant le drame. Calibre 22 longs rifles. Le 15 novembre, au petit matin, les gendarmes débarquent chez Anthony et Céline. Ils sont tous les deux placés en garde à vue. Céline tombe des nues. Dès que j'ai été placé en garde à vue, les premiers mots que j'ai dit en arrivant aux gendarmes, j'ai dit « N'essayez pas de me faire croire que c'est mon mari, je ne pourrai pas vous croire, c'est impossible. » Voilà. Donc n'essayez pas d'aller dans ce sens, je ne vous croirai pas. Et ils m'ont dit « On en reparlera plus tard. » À partir de quel moment, Céline, vous commencez à voir vos certitudes vaciller? Le lendemain, quand il commence à me parler de l'arme, il montre une photo d'une arme et il me demande si cette arme, je l'ai déjà vue chez moi. Donc j'ai dit non, parce qu'on n'a pas d'arme, tout simplement. Et il me dit, alors comment vous expliquez que votre mari a acheté une arme non déclarée? Je n'étais pas au courant. Il n'y a plus rien qui va dans son sens, en fin de compte. Tout commence à aller contre lui, je ne peux plus le défendre. Voilà. Il me faut vraiment ouvrir les yeux à ce moment-là, quoi. Maître Poitvin est l'avocat de toute la famille depuis le décès de Patrick et Marie-Laure. C'est lui qu'Anthony appelle pour l'assister pendant la garde à vue. Moi, je suis arrivé en cours de garde à vue. Il a demandé mon intervention. Quand je suis arrivé, j'ai compris qu'effectivement, on allait changer de cadre et qu'il allait passer de personnes victimes à personnes soupçonnées, voire personnes finalement accusées de cet assassinat. J'ai vu un autre homme, pour parler franchement, en garde à vue, j'ai vu ses yeux, j'ai compris. J'ai compris dans son visage que c'était un homme brisé et qu'il allait sans doute avouer ses méfaits. À la toute fin de son interrogatoire, en pleine nuit, Anthony avoue l'assassinat de ses beaux-parents. Il raconte que ce soir-là, Céline s'est rendue à une fête et qu'elle a prévu de dormir sur place. Il a demandé à sa mère de venir l'aider à garder les enfants. Vers 22h, alors que tout le monde dort, il part au domaine dont il a les clés. Il entre, fait face à son beau-père qui se tient dans l'entrée et là-bas. Il monte ensuite à l'étage et dans la salle de bain tire sur sa belle-mère qui est sous la douche. Puis il rentre chez lui. Et à 6h du matin, il part comme prévu pour une journée jet-ski avec son fils et des amis. Comment cet homme de 36 ans, sans aucun antécédent judiciaire, père de 3 enfants sociables et insérés, a-t-il pu en arriver là? Anthony est un natif de la région. Aîné d'une famille de 2 enfants, il a grandi auprès de sa mère après le divorce de ses parents. Les relations avec son père sont alors distantes. C'est dans son village natal qu'il rencontre Céline. Elle a tout juste 20 ans. C'était quelqu'un de bien, qui était ambitieux, qui m'aimait en tout cas, qui faisait tout pour m'avoir. Donc je lui faisais confiance, quoi. Anthony sort le grand jeu. Il s'envole pour la Martinique et envoie un billet d'avion à Céline pour qu'elle le rejoigne. Quelques mois plus tard, ils reviennent en métropole, déjà fiancés. Selon le frère de Céline, Anthony est immédiatement adopté par ses beaux-parents. Mes parents l'accueillent comme un fils quand même. Ah oui. Je me souviens que ma mère l'amène faire les boutiques, elle lui achète des habits. Il leur propose d'habiter là avec eux, nourris, logés, blanchis, il leur demande rien. Très rapidement, ma sœur, du coup, tombe enceinte de son premier fils. En plus de ça, mon père
décide de, comme il n'y avait pas de situation, de lui mettre le pied à l'étrier. Il lui propose de venir travailler dans une agence auto-école qu'il venait d'acquérir et d'en faire son associé dans cette agence. Donc, en plus de lui donner un toit, il lui donne un travail à ce moment-là. Avec son BTS Vente et une bonne dose d'ambition, Anthony fait tourner les affaires et prend de plus en plus de place dans la famille. En soirée, machin, c'était toujours lui, tout le monde peut le dire, c'est Anthony en haut de l'affiche, quoi, voilà. Quand il y avait une soirée, c'est lui qui faisait la soirée. Hein. On ne pouvait pas le rater dans la soirée, toujours à parler très fort, voilà. Céline décrit aujourd'hui une grande gueule qui aurait un besoin maladif d'être au centre de l'attention. Il fallait qu'il soit aimé, tout le temps. Il me kiffe, il disait toujours ça de tout le monde. Et si ça passait pas, eh ben, en gros, il éloignait la personne de moi, du groupe. Voilà. Parce qu'il fallait qu'il soit aimé par tout le monde. Nathalie en a fait les frais. Elle était la plus proche amie de Céline depuis la petite enfance. Mais après l'arrivée d'Anthony, elle s'est sentie mise à l'écart. Moi, je le trouve de suite sûr de lui, un peu imbu de sa personne. Mais bon, il me dit qu'il était commercial, donc je me dis, bon, ça va avec son métier. Ouais. Et après, les années passent, le temps passe, et je me rends compte qu'en fait, il a beaucoup d'emprise sur elle, et que moi, du coup, il ne veut pas plus trop que je la voie, alors qu'à l'époque, elle venait passer des semaines, des 15 jours chez moi, s'occuper des enfants. Voilà, c'était totalement différent. Et Céline changeait au fur et à mesure du temps. Elle s'effaçait beaucoup quand il était là. Voilà. Elle ne pouvait pas trop prendre de décisions. C'était lui l'homme de la maison, mais trop homme et pas assez de place pour la femme, je trouvais. À l'époque, Céline ne réagit pas. Mais aujourd'hui, avec le recul, elle est persuadée d'avoir été sous l'emprise d'un homme manipulateur. Il avait toujours des trucs à me reprocher, que ce soit l'éducation, la maison, le travail, voilà. Rien n'était bien fait. Il me manipulait tout le temps, en fait. Il me rabaissait, je pouvais rien faire. En gros, j'avais la main sur rien, quoi. J'avais même pas accès au compte bancaire, c'est lui qui gérait tout. Donc je savais même pas combien on avait sur les comptes. Hein. Après, il y a des moments où il pouvait être adorable comme il pouvait être détestable, en fait, quoi. Puis dans toutes les disputes, c'était toujours ma faute. C'était moi. Je l'aidais pas. Il était violent parce que je le poussais à ça, en fait. Je connaissais son côté violent, mais je l'aidais pas parce que je répondais aux disputes. Donc, puis à la fin, il me retournait tellement le cerveau que je savais même plus pourquoi on s'était disputé. Donc... Il a été violent avec vous ? Oui, plusieurs fois. Sans que ce soit régulier, mais plusieurs fois. Anthony, le bon vivant, aurait donc un double visage. Et pendant des années, il aurait berné sa femme et sa belle famille. Comme en 2010, quand il aurait détourné environ 8 000 € des auto-écoles qu'il gère alors avec son beau-père. Et on se rend compte à un moment donné qu'il y a quelques problèmes dans les comptes et on le soupçonne d'avoir forcément détourné peut-être un peu d'argent. Donc à ce moment-là, bon, il s'en défend bien sûr, mais nous on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai. Et mes parents, comme toujours, trop gentils, ils voulaient pas perdre leur fille, ils voulaient continuer à avoir leur petit-fils. Ils passent. Voilà. Ils savent, mais ils passent. Et toi, t'es toujours un peu aveuglé, quoi. Ah oui. Moi, je me rends compte de rien à chaque fois. De toute façon, Et quand même à ce moment-là, c'est là où la dispute a un peu éclaté. Ouais, on a été en froid à un moment donné. Pendant un an, on s'est presque plus parlé. Ouais. Et on s'est même vu que tous les deux, hein, pour en parler. J'étais buté, tu voulais rien voir. Rien voir. Anthony aurait même nourri de moins en moins de scrupules à arnaquer ses beaux-parents, au point d'utiliser les méthodes les plus grossières. Comme s'en souvient Marc, le garde-chasse, c'était 1 an et demi avant leur mort. On était dans la voiture et là, il y a eu
un huissier qui a appelé pour un crédit voiture. Et Patrick ne voyait pas du tout ce que ça pouvait être. Et là, je vois Patrick qui fait une drôle de tête. Il m'a dit, putain, c'est mon beau-fils qui a acheté une voiture. Et il a signé à ma place. Son beau-fils a fait un crédit d'une grosse somme pour un véhicule qu'il a revendu peu de temps après. Et le garant, c'était Patrick. Donc une fausse signature, tout ça. Après, il m'en a plus trop parlé. Je sais qu'il m'avait dit, ça de toute façon, il va falloir qu'il répare ses conneries. Et puis voilà, il était en colère, mais colère de Patrick. Pour l'achat d'une voiture de ce type, le crédit s'élève à 90 000 €. Encore une fois pourtant, pour éviter le clash, Patrick passe l'éponge. À cette époque, en plus de la gestion des auto-écoles, Anthony acquiert cette concession automobile. Mais le business ne décolle pas et il accumule les dettes. En mars 2021, les huissiers frappent à sa porte. Anthony, acculé, aurait-il tué ses beaux-parents pour profiter de l'héritage? Ce qui est certain, c'est qu'il a avoué en garde à vue avoir minuté son trajet entre son domicile et le domaine en vue de passer à l'acte. C'était un mois avant le drame, un soir de juin. Céline, son épouse, se souvient parfaitement de cette nuit étrange. Toute la maison est fermée, il y a l'alarme. Donc j'ai mis par où il est sorti, quoi. Il s'est volatilisé. Il a tout laissé, il y a son portefeuille, il y a ses habits. Je veux dire, s'il est parti, c'est en pyjama, quoi, en gros. Je trouve ça vraiment bizarre. Du coup, quand il est rentré, tout doucement, forcément, là, j'ai allumé la lumière et j'ai dit, où t'étais, quoi? Et il est resté très bête. Il me dit, mais tu dors pas? Je dis, non, en fait, je me suis réveillé, tu pars en pleine nuit sans ton téléphone, c'est pas de toi. Il me dit, j'étais à côté, à son travail, il pensait avoir laissé une lumière allumée, donc genre ça lui posait souci, donc il fallait qu'il aille vérifier. Sauf que c'est à 2 minutes et que ça faisait déjà plus d'une demi-heure que j'étais réveillé. Je dis, ok, j'ai fait, mais regarde, t'as transpiré, c'est pas possible, t'es même allé voir une fille, quoi, je lui ai dit. Et il a rigolé, il me dit, arrête, bien sûr, je vais aller voir ma maîtresse en pyjama. Voilà, donc j'ai dit, bon, ok, c'est vrai. Il me dit, allez, c'est bon, viens, on se recouche, machin, et je cherche pas plus à comprendre, quoi. Rétrospectivement, Céline et son frère se demandent même si Anthony n'avait pas en tête ce projet macabre depuis bien plus longtemps. C'était 1 an avant le double meurtre. Après les escroqueries, Anthony n'était plus en odeur de sainteté dans la famille. Il a alors l'idée d'organiser une grande fête. Mais comme elle est belle, ta femme! Waouh! Est-ce que ça te plaît? Ouais, c'est très beau. Ah, oui. Je suis contente que ça te plaise. Pour ses 10 ans de mariage avec Céline, il enfile de nouveau son costume de parfait mari et de gendre idéal et renouvelle ses vœux. Béni sois-tu, Seigneur, De ton amour. Par là-bas, par là-bas. de ton amour, j'ai reçu Céline comme épouse. Béni sois-tu, Seigneur, de ton amour, j'ai reçu Anthony comme épouse. Une cérémonie sous le signe de la réconciliation. Mais était-ce sincère? Anthony joue-t-il le rôle du gendre parfait alors qu'il aurait déjà en tête ce projet fou d'exécution? C'est limite, du coup, à se demander s'il n'a pas fait exprès de pousser la préméditation jusque-là. Jusqu'à créer une fausse amélioration dans les relations pour éviter qu'on le soupçonne. Parce qu'il s'en vantait aussi ces derniers temps. Oui, tout à fait. Il se vantait de dire heureusement que tout va mieux. Que tout va mieux, parce que sinon on pourrait me soupçonner. Anthony aurait peut-être mûri ce projet criminel pendant des mois. Et après le meurtre, il prend soin de ne rien laisser transparaître. Saute vite sur le bleu, vas-y, saute sur le bleu. Non, c'est bon, je déconne. Il le fait en plus. Ouais, il le fait vraiment. Samedi 3 juillet, 10 heures après la mort de ses beaux-parents, Anthony s'amuse, comme si de rien n'était. Quand plus tard dans la journée, Céline lui annonce le drame, il endosse le rôle du gendre éploré, un rôle
qu'il va tenir pendant 4 mois. Il est triste, quoi. Il a pleuré dans la voiture à côté de moi. Il prévient les gens que je lui dis d'appeler en pleurant. Aucun moment on peut imaginer que c'est lui qui a fait tout ça. C'est impossible. C'est impossible. Si Céline ne soupçonne alors pas une minute son mari, sa meilleure amie Nathalie, elle, a des doutes. J'ai de suite appelé Céline et elle m'a répondu, elle m'a dit « je suis dans un film d'horreur ». Et je sais pas pourquoi, moi à ce moment-là, j'ai pensé à Anthony. J'ai pensé que c'était lui, mais je sais pas pourquoi. C'était ma première impression. Et là, quand je suis arrivée, il était effondré. Bon, Céline aussi, mais il était effondré. Il m'a parlé. Non, mais j'ai mis qui ça peut être, tout ça. Et lui m'a dit, il y avait un mariage de gens du voyage les semaines auparavant, et Patrick s'était disputé avec eux. Ça doit être eux, ou il y a un certain ami, Marc, donc garde-chasse. Il a dit qu'il y avait eu des soucis, donc voilà. Et donc, il a réussi à me dire, mais attends, j'ai pensé de moi, j'ai culpabilisé d'avoir pensé que c'était lui. Et il va même plus loin. Quand Loïc et Céline cherchent à comprendre ce qui est arrivé à leurs parents, il les oriente. On s'est fait plein de scénarios et lui faisait les mêmes scénarios. Des fois, c'est même lui qui nous lançait la conversation en disant « et si c'était passé ça, et ça s'était passé comme ça ?» Voilà, c'est lui qui nous donnait des idées. À toutes les soirées qu'on passait avec nos amis, il en parlait tout le temps, tout le temps. Peut-être un peu pour nous diriger où il veut qu'on aille. Par exemple? Parce que dès que je partais sur des bonnes pistes, il me ramenait vers l'endroit où ça l'arrangeait. Donc, notamment sur un scénario sur la journée du samedi, puisqu'il a un alibi plus qu'en béton ce jour-là. Voilà. Anthony osera même blaguer en décrivant le scénario exact du crime. Et il disait même en rigolant, comment ça pourrait être moi, genre je vais laisser ma mère le soir garder nos enfants, je pars en pleine nuit, normal, je vais tuer mes beaux-parents, puis je reviens, je me couche comme si de rien n'était, et le lendemain je pars faire du jet avec mon fils comme si de rien n'était. Ça, il me l'avait dit sur le ton d'ironie. C'était tellement ridicule que même quand il le racontait, on se disait ouais, c'est le truc impossible quoi. Sauf qu'il a tout dit. Ça s'est vraiment passé comme ça en fait. Mais bon, c'était impossible de croire ce genre de choses de toute façon. Anthony est en détention ici depuis 5 mois. Son avocat lui parle régulièrement. Maître Capsi estime que l'argent ne constitue pas le mobile du crime. Le passage à l'acte aurait des origines moins machiavéliques. La rancœur. Il y a évidemment derrière ce passage à l'acte une histoire familiale, une histoire personnelle qui s'est nourrie pendant 10 ans avec une affection particulière qu'il a évidemment portée à ses beaux-parents de manière là aussi profonde et sincère. Il y a eu ensuite petit à petit des différends qui les ont opposés et qui ont fini ensuite par les séparer. Et puis il y a eu ensuite des pressions financières qu'il n'a fini par ne plus supporter et qui ont constitué en quelque sorte cette goutte d'eau qui a fait déborder ce vase émotionnel qui était déjà bien rempli. Est-ce qu'il éprouve des regrets? Le mot est trop faible. Il éprouve plus que des regrets, il est en plus capable d'exprimer et d'expliquer tout ce qu'il a eu sur ses épaules et tout ce qu'il a voulu libérer par ce passage à l'acte. Des expertises psychiatriques d'Anthony vont être lancées. Dans l'attente des résultats, ses proches s'interrogent. Les racines du mal plongent sans doute loin dans une forme de ressentiment envers ses beaux-parents. Un complexe d'infériorité insupportable pour lui. Une fois, il avait dit à Patrick un jour, je serai plus que toi. Et Patrick lui avait dit je te le souhaite, t'es le mari de ma fille.
Mais c'était pas bien de dire ça, parce qu'à la base, il travaillait pour Patrick. Il n'avait rien à lui quand il est arrivé. Lui, au fond de lui, savait qu'il devait tout à mes parents, en fin de compte, parce que sans eux, il n'avait rien à la base. Donc, et ça, je pense qu'il ne le supportait pas au fond de lui. Céline ne veut plus jamais revoir Anthony. Elle souhaite divorcer le plus rapidement possible. Maintenant, quand on me parle de lui, en fait, j'ai l'impression de jamais avoir connu cette personne. Pour moi, c'est pas la personne que j'ai pu connaître, que j'ai cru connaître en tout cas. Et du coup, pour moi, il est mort, quoi. Il n'existe plus. C'est fini. Il y a même des moments où je me disais, on n'a pas fait son enterrement. Ça me passait par l'esprit. Après, je me disais, non, mais il n'est pas mort en fait. Mais pour moi, c'est tout comme. C'est fini. Anthony, qui reste présumé innocent, est mis en examen pour double assassinat. Il risque une peine de prison à perpétuité.